Dans les premières vidéos de cette liste de lecture, notamment la deuxième, je vous encourageais à décider, à prendre une décision. Même si en cours de route vous réalisez que c'était pas la bonne, ce sera toujours moins pénalisant que d'hésiter, de ne rien faire. Ou pire, d'attendre qu'on prenne la décision pour vous. Ici, je vais vous montrer une technique pour être inspiré, pour recevoir de l'aide d'en haut pour chaque tâche que vous voudrez bien commencer. C'est un peu la suite de cette fameuse vidéo numéro 2 que j'avais intitulée « Aide-toi, le ciel t'aidera », vous vous rappelez? Un des meilleurs moyens de faire un pied de nez à la peur du créateur, peur de la page blanche par exemple, mais pas que. C'est valable dans tous les domaines, et pas seulement créatifs. Quel est le point commun à tous ces artistes cités dans le générique? Mozart, Einstein, De Vinci, Hugo, Rimbaud et compagnie. Ils en avaient tous un, bien qu'ils appartenaient à des sphères bien différentes. Eh bien, c'est que leur œuvre n'était pas leur œuvre à 100%. Qu'ils n'étaient pratiquement que les transcripteurs, que les gratte-papier, si j'ose dire. De bons interprètes, mais pas les créateurs à 100%. Ils recevaient littéralement l'information de plus haut, ce qu'on appelle l'inspiration divine. Dieu, ou qui vous voulez dans deux styles, passait par leurs mains et faisait bouger celles-ci pour écrire symphonies, théorèmes, dessiner des plans de machines complexes, romans fastueux, poèmes merveilleux, etc. Ces gens ne faisaient qu'amorcer le processus et se laissaient ensuite guider par leur intuition, par leur imagination, un autre mot pour dire inspiration divine. Alors l'erreur que nous faisons pour la plupart est de penser que cette faculté n'appartient qu'à une élite, qu'à un certain nombre de personnes qu'on appelle génies, ou pire, que plus personne ne peut être l'un d'entre eux aujourd'hui. Mais sachez que c'est absolument faux. Tous, sans exception, avons la possibilité de faire comme tous ces génies. À notre niveau, dans notre discipline, nous pouvons faire de même. Il faut juste en connaître la marche à suivre, qui n'est pas si difficile que ça d'ailleurs. Souvent, lorsqu'on étudie la vie de ces créateurs que l'on nomme génies, on s'aperçoit qu'ils étaient très souvent banals, avec une vie ordinaire, voire difficile, pour ne pas dire misérable, pour certains. D'autres étaient dépravés, alcooliques, drogués, débauchés, voire syphilitiques, et j'en passe. Mais malgré ça, ils nous ont pondu des œuvres absolument magistrales que beaucoup, encore aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui, n'arrivent toujours pas à en décoder les messages, à percevoir leurs secrets. Là-dessus, je vais vous poser une question. Pensez-vous sincèrement que ce sont ces gens, ces hommes et ces femmes ordinaires derrière leur nom, devenus illustres, qui ont créé tous ces chefs-d'œuvre? Bien sûr que non. Ils étaient inspirés. Ce qu'ils maîtrisaient par contre était la technique pour être inspirés. Ça d'accord. Ils étaient passés maîtres dans cet art, volontairement ou involontairement. Pour cela, chacun avait sa propre technique, sa propre approche, même s'ils ne le savaient pas. Bon, on ne pourrait pas toutes les détailler ici, ça prendrait trop de temps, puis je les connais pas non plus. Mais ils savaient modifier leur niveau de conscience afin de recevoir l'information divine. Et le truc amusant était que même ça, ils n'en avaient pas conscience pour beaucoup. Ils s'adonnaient à un rituel, souvent narcotique, sexuel ou méditatif, ou les trois à la fois, car ça leur plaisait, et pas systématiquement parce qu'ils recherchaient ce qui arrivait derrière, ce qui vient ensuite, l'ouverture des robinets d'inspiration divine. Ce qui m'amuse beaucoup, ce sont tous ces prétendus spécialistes qui analysent ces œuvres, tous ces critiques. Ils décortiquent le travail de tous ces génies et attribuent souvent toute la richesse de l'œuvre à leur seul intellect. J'ai souvenance d'une prof de français au collège de Charleville-Mézières avec laquelle on étudiait un poème de Rimbaud. Rien d'original, c'est l'enfant du pays, normal. Et elle nous disait, admirative, dithyrambique même, que Rimbaud avait placé volontairement une métaphore ici, un enjambement là, une allitération ailleurs, afin d'emphatiser tel ou tel point, qu'il avait pensé à tout ça scrupuleusement avec son intellect, qu'il avait pesé chaque mot, chaque verbe, chaque rime. Alors sur le moment, étant un préado et surtout n'en ayant un peu rien à foutre à l'époque, j'y avais pas fait gaffe. J'étais par défaut d'accord avec elle, comme le reste des élèves d'ailleurs. Mais c'est après, quand les hormones ont fait leur travail sur moi, et que j'ai pris conscience de la vie narcotique et libidineuse du personnage, que j'ai sincèrement douté qu'il eût eu toute la clarté d'esprit pour produire toutes ces figures de style avec sa seule intelligence, même si elle était certaine. D'autant qu'il a écrit la plupart de ses poèmes bourrés, défoncés au fond d'un bar, avec Verlaine sous la table souvent. Je doute sincèrement que l'ami Arthur ait pensé à tout ça sur le moment, vous croyez pas? Il a juste pris une feuille, sa plume, et laissé plus grand que lui écrire tout ça.
Et là j'ai pris Rimbaud comme exemple, mais c'est valable pour presque tous, hommes comme femmes. Alors aussi, l'exemple de cette prof de français resterait juste drôle si ce comportement des analystes de tout poil, de ces critiques de tout poil, ne s'était pas généralisé au point de mettre tous ces illustres créateurs sur un piédestal abusif, et par là même, par le biais d'une déduction inconsciente que l'on fait tous, surtout les enfants, nous rabaisser, nous pauvres incultes au rang de simples peigne-cul, définitivement incapables de créer les mêmes choses. Et là, je pense principalement aux profs de primaire, mais malheureusement ça va jusqu'en fac, qui par cette surévaluation des facultés de production des intelligences de ces illustres noms, donnent subrepticement aux élèves le sentiment qu'eux-mêmes resteront médiocres, incapables, juste bons à analyser, à commenter, à disserter sur les œuvres de ces prétendus génies, sans pouvoir bien sûr espérer rivaliser avec eux dans leur future création, s'il y en a. Forcément, puisqu'ils pensent que c'est avec leur simple intelligence qu'ils ont pondu tout ça. Et aucun intellect du monde, même le plus brillant, ne peut créer tout seul de telle beauté ou ingéniosité. C'est pas possible. En revanche, tout le monde, même l'idiot, peut recevoir l'inspiration divine et donc rivaliser avec ces génies. Voyons donc comment faire. Je vais vous parler de ma technique à moi, mais sachez qu'elle est applicable dans toutes les disciplines. Lorsque je commence à écrire une vidéo, celle-ci y compris, je n'ai bien souvent que le sujet et une vague idée du développement, et la plupart du temps pas encore de titre, d'argumentation, de plan et encore moins de conclusion. Bref, quand je commence à écrire, je n'ai que l'idée et surtout l'envie de la partager. Et c'est là que ça devient intéressant. Il existe une technique, le cap des 200 mots. C'est tout bête. Si vous devez écrire quelque chose, même avec simplement une vague idée au départ, lancez-vous. Utilisez votre intellect, vos connaissances, votre cerveau pour écrire les premiers mots, les premières phrases. Bon, ce sera peut-être difficile au début, vous n'aurez peut-être rien à dire, mais persévérez. Comme diraient les profs, creusez-vous la tête. Et vous allez voir qu'arrivé à peu près à 200 mots, une idée va vous traverser l'esprit, puis une autre, etc. Puis ça y est, c'est parti. La boule de neige roule. Et souvent, vos mains n'iront pas assez vite, n'arriveront pas à tout noter. D'ailleurs, à ce propos, pour ne pas oublier cette inspiration, laquelle, si elle n'est pas écoutée dans la seconde, peut s'en aller définitivement. Ça m'est arrivé plein de fois. Je vous conseille de noter succinctement, quelques lignes plus bas, l'idée qui vient de vous être soufflée, et que vous développerez plus tard dans le texte. Terminez donc ainsi votre production d'une traite. Ensuite, lors de la relecture, il y a fort à parier que vos 200 premiers mots vous paraissent fades. Normal, puisqu'ils venaient de votre intellect qui en était encore à l'échauffement. Révisez-les, au besoin réécrivez-les donc avec votre belle inspiration toujours présente. Continuez votre relecture et corrigez, embellissez, supprimez ce qui doit l'être. Et vous pourrez relire tout ça autant de fois que vous voulez, en laissant quelques heures entre chaque. Et vous verrez qu'à chaque relecture, vous y trouverez encore de petites améliorations qui rendront votre travail tel qu'il doit l'être. Aux lectures suivantes, là ce sera votre intellect qui corrigera la forme de ce que votre inspiration aura fait gicler d'un trait, le fond. Et il n'est pas exclu non plus, ça arrive même souvent, que cette inspiration revienne pendant les relectures afin d'améliorer ses premiers jets. Et c'est pour cela que c'est ce que je préfère, moi, la relecture. On se sent littéralement porté par un courant divin. Ce test des 200 mots est valable pour tout travail d'écriture, évidemment. Articles, romans, lettres d'amour, courriels professionnels ou autres, dissertations, journal intime même, et même trouver une solution par écrit. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. J'ai pris comme exemple l'écriture, mais ça peut être pour tout ce que vous devez apprendre. Des préparations d'entrevues, professionnelles ou autres. Des publications sur Internet, réseaux sociaux, quand vous voulez être sérieux. Ou plus terre à terre, des réparations à la maison, des travaux, du bricolage, du jardinage, un changement de vie, etc. Cette technique est très utile, surtout lorsqu'on n'en a pas envie, mais qu'on est obligé de le faire. Devinez où? Ben oui, au travail par exemple. C'est valable pour les musiciens aussi, les auteurs, les compositeurs.
Combien de textes de chansons ou de musique ai-je écrit de cette façon juste avant d'aller dormir? Et lors de leur relecture le lendemain, je n'en revenais pas d'avoir pu écrire un truc pareil. La seule preuve que c'était bel et bien moi était mon écriture. Dernière chose pour les artistes, musiciens, acteurs, etc. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. L'essence jaillit de la pratique. Donc, pour recevoir de l'inspiration, il faut s'y mettre. Il faut s'y coller. Il faut décider, passer à l'action. C'est ça le plus important. Attendre d'avoir l'inspiration pour s'y mettre reportera votre création au calendrier grec. Cette inspiration veut que vous commenciez le processus, en montrant de la bonne volonté. Ensuite, elle vous aidera. Deuxième chose, pour se motiver à démarrer, il faut être convaincu que, chemin faisant, on recevra toute l'aide et la guidance nécessaires si l'on est authentique dans sa démarche, que l'on a vraiment envie d'avancer ou de partager. Et dans ce cas du partage, étant donné que vous n'êtes plus seul dans l'équation, puisque vous allez offrir à d'autres ce que vous allez créer, il y a beaucoup plus de chances que vous receviez toute l'aide requise. Forcément, car plus on sera à bénéficier de ce que vous allez créer, plus cette création devra être bien faite, et donc l'inspiration qui en sera à l'origine bien présente. Donc lancez-vous, faites marcher votre intellect pour créer une inertie, et le pur jus suivra. Voilà les amis. J'espère vous avoir donné un truc de plus pour vous aider à aller au-delà de la peur de ne pas y arriver. Laissez-moi donc un pouce vers le haut. Abonnez-vous pour cliquer ensuite sur la petite cloche, puis sur toutes les notifications. Commentez avec vos trucs à vous, puis partagez avec tous les procrastinateurs que vous connaissez. Ça fait du monde. Et afin de vous aider à atteindre les états sereins à partir desquels toute inspiration préfère surgir, rendez-vous donc sur ma boutique en ligne où vous trouverez tout ce qu'il faut pour ça. Plein de programmes audio très faciles à utiliser, juste à vous mettre le casque sur les oreilles et à appuyer sur lecture. Et c'est parti. Je vous souhaite l'inertie payante.